Bonjour Sagrina Agresti-Roubache, vous êtes secrétaire d'État chargée de la citoyenneté de la ville. Depuis plusieurs jours, nous devons faire face à des actes de sabotage, le réseau ferroviaire en fin de semaine dernière, puis hier contre le réseau de fibre optique. Votre ministère est rattaché à celui du ministère de l'Intérieur. Est-ce que l'on sait aujourd'hui qui est derrière tout cela? Et de la transition écologique. Donc bonjour à tous, aussi. Bonjour Florian Tardif, bonjour à tout le monde. Donc non, on ne sait pas qui est derrière tout ça. Ce qui est sûr, ce sont des actes criminels, parce que je rappelle juste quelques chiffres. 800 000 personnes empêchées de voyager ce jour-là, donc grand départ de vacances pour nos concitoyens. Ceux qui ont été impactés, ce sont les gens qui ont mis de l'argent de côté toute l'année pour partir en vacances. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc effectivement, je suis rattachée au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Transition écologique, donc où est rattaché mon très cher collègue, le ministre des Transports, Patrice Vergriete. Et ce qui est sûr, c'est on a eu des cellules interministérielles de crise qui ont été très réactives. Nous avons eu des agents SNCF extrêmement mobilisés et donc qui ont travaillé nuit et jour, 24 heures sur 24 pour rétablir le réseau et pour que les Françaises et les Français soient le moins impactés. Ça, deuxième chose. Troisième chose, des actes criminels innommables. Moi, je réussirai jamais à m'expliquer comment est-ce qu'on peut faire des choses pareilles. Parce que avoir essayé, par exemple, d'incendier de la fibre, ça aurait pu être un carnage, ça aurait pu être beaucoup plus dramatique, avec des pertes de vie, avec des blessés. Donc, votre collègue Gérald Darmanin, en charge justement de l'Intérieur, estime que la piste privilégiée est potentiellement liée à l'ultra-gauche. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que c'est peut-être l'une des principales menaces durant cette période que sont les Jeux Olympiques? Entre autres, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a bien fait de préciser. Cela ressemble, ça s'apparente plutôt à des actes de l'ultra-gauche. Et encore une fois, il l'avait dit, et il l'a dit, et je le dis de la même manière, avec beaucoup de prudence. Il faut laisser les enquêteurs travailler, il faut laisser la justice faire son travail. Ce qui est sûr, c'est que ce genre de menaces, vous savez, le risque zéro n'existe pas. Et si vous le permettez aussi, quand on voit le dispositif pour la cérémonie des JO, des Jeux Olympiques, de la cérémonie d'ouverture, quand on voit le nombre de forces de l'ordre mobilisées, je rappelle quand même aux Françaises et aux Français que nos forces de l'ordre n'ont pas de vacances cette année. Donc 50 000 policiers mobilisés pour cette soirée, sans oublier le reste du territoire, parce que les JO se sont passés évidemment à Paris, mais de l'autre côté, la France continue à vivre, et puis les sites balnéaires, les sites touristiques continuent aussi à être protégés par nos forces de l'ordre. Donc, rappelez aussi une chose toute simple, ne jamais oublier de remercier notre police, nos gendarmes. De défaillance des services de renseignement sur ces différents... Non, vous savez, enfin, on peut toujours essayer de trouver des défaillances. C'est comme lorsqu'il y a un attentat, on peut toujours essayer de pointer la défaillance de ceci ou de cela, ou d'un tel ou d'une telle. Non, ce que je crois, c'est que ce sont des actes, en tout cas, en l'occurrence, absolument prémédités, bien préparés. On le voit, puisque ça a été simultané sur plusieurs sites en même temps. Donc non, au contraire, moi, je trouve que l'intervention de nos policiers, l'intervention des enquêteurs, tout de suite, a empêché le pire d'arriver, et encore une fois, avec une police comme la nôtre, mobilisée sur l'événement du siècle, on va le dire comme ça, sans prendre de vacances, en laissant leur famille, en se mobilisant pour que chaque Française et chaque Français puisse vivre ces Jeux Olympiques dans on va dire, la sérénité la plus totale et la plus grande joie. Et moi, je l'ai vu, j'ai vu aussi nos forces de l'ordre avec le sourire, être très avenants avec les passants, les touristes qui étaient là, qui demandaient leur chemin. Donc, non, vraiment, un immense bravo et un immense merci à eux. Peut-être dernière question sur ces sabotages. Est-ce que vous estimez que les forces politiques, notamment de gauche, ont une responsabilité peut-être morale, à force de flirter comme elles peuvent le faire parfois avec ce que l'on pourrait qualifier de zone grise? Je fais référence par exemple à ce qui s'était passé à Sainte-Soline, où on en avait vu un certain nombre au sein de leur écharpe tricolore. Est-ce qu'ils peuvent promouvoir justement ce type d'acte? Non, alors je vais vous dire, la responsabilité, je me rappelle très bien de Sainte-Soline, quand vous êtes représentant de la nation, un élu, un député en l'occurrence, puisque là on parle de certains députés, bien sûr qu'il y a une responsabilité lorsque vous soutenez des actes violents ou des actions violentes contre nos forces de l'ordre ou contre le bien commun. Évidemment qu'il y a une responsabilité. Je ne le relie pas du tout à ce qui s'est passé au niveau de la SNCF, mais ce que je comprends le fond de votre question, c'est est-ce que cette ambiance généralisée n'emmène pas justement à libérer la parole?
la parole violente et à libérer les actes violents. Vous savez, j'ai toujours pensé que les responsables politiques, oui, avaient un devoir d'exemplarité et que lorsque c'est organisé, prémédité, je ne parle pas de quelqu'un qui se fait attaquer un élu, et ça arrive, vous l'avez vu pendant la campagne, un élu qui se défend, qui est attaqué, c'est pas la même chose qu'un élu qui va soutenir certaines personnes qui veulent bloquer, casser, arracher, empêcher. Donc bien sûr qu'il y a une responsabilité, mais à la fois, quand vous regardez l'hémicycle maintenant tel qu'il est constitué, il est assez représentatif de ce qu'est la France. Donc, dans acte. Donald Trump s'est montré très critique, vous l'avez peut-être entendu sur CNews ou Europe 1, vis-à-vis de la cérémonie d'ouverture. Je le cite, « Je suis très ouvert d'esprit, mais j'ai trouvé que ce qu'ils ont fait, c'était une honte ». Le contraire vous aurait étonné ? Absolument, absolument. Enfin, il suffit de voir les propos qu'il réussit à tenir quand même sur sa misogynie, qu'il arrive à peine à cacher, sur certains propos sexistes, sur certains propos. Enfin, en France, je pense que de tels propos ne sauraient être tenus par un ancien président. Donc non, je ne suis pas du tout étonnée, mais je rappelle quand même que ce qu'a fait, enfin, c'est un exploit, Thomas Joly. Et encore une fois, là, c'est un exploit. C'est un exploit. C'est un exploit, déjà dans les conditions dans lesquelles ça... Rappelez-vous, hein, le temps n'était pas avec nous, et c'est la Marseillaise qui parle. Paris est la plus belle ville du monde. Paris a été ce soir-là, selon moi, à l'image de ce que la France peut être de meilleur. Thomas Joly, bien sûr, c'est de l'art, c'est la culture. L'art et la culture ont toujours emmené le débat, et heureusement depuis que le monde est monde. Donc moi, ça me rassure plutôt que Donald Trump n'ait pas aimé notre cérémonie d'ouverture. Est-ce que vous savez ce que vous ferez après la nomination d'un nouveau Premier ministre qui pourra intervenir à la mi-août ? Ce que je ferais, moi, à titre de ministre... À titre personnel. Non, à titre... Moi, écoutez... Est-ce que vous pourriez rejoindre, par exemple, un futur gouvernement, y compris si c'est un Premier ministre issu de la droite? Je pense notamment à Xavier Bertrand, dont le nom circule en ce moment. Homme absolument, enfin, grand républicain parmi les républicains avec un grand R, grand président de région. Il a fait beaucoup de choses sur les industries créatives, donc j'ai toujours suivi très attentivement ce qu'il faisait dans sa région. Donc, pour la première chose. Deuxième chose, c'est le président de la République qui nomme, que ce soit le Premier ministre ou le gouvernement. Donc, le Premier ministre soumettra un gouvernement. Et la décision revient toujours, vous savez, moi je suis quelqu'un de très, je pense que maintenant on commence un petit peu à me connaître, très loyal et très républicaine, dans le sens où je respecte toutes les décisions qui sont prises. Que je sois d'accord ou pas d'accord, je respecte toujours la décision du président de la République, quelle qu'elle soit. Donc, ce qui est sûr, c'est que cette décision revient au président de la République. Et si vous, un dernier mot sur Xavier Bertrand, il me semble que le ministre de l'Intérieur aussi a rappelé ses grandes qualités. Donc, moi, voilà, le président de la République reviendra mi-août, comme il l'avait dit, et prendra sa décision en son âme et en sa conscience, comme d'habitude. Est-ce qu'il n'y a pas de vacances du pouvoir en ce moment ? Non, vous savez, regardez, au ministère de l'Intérieur, vous avez l'impression que qui que ce soit, personne n'est en vacances. Moi-même, je suis sur les politiques de la ville, par exemple, qui sont rattachées et au ministre de l'Intérieur et à Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. On prépare les vacances pour les enfants, donc il y a les vacances d'été. J'ai par exemple décidé d'affecter 3 millions d'euros sur le budget crédit politique de la ville pour que chaque enfant dans les quartiers prioritaires, j'ai eu la chance d'avoir 20 000 places, donc c'est ma très chère collègue Amélie Oudéa-Casséra, la ministre des Sports, qui m'a donné pour les enfants des quartiers prioritaires 20 000 places pour que les enfants qui sont loin, les gamins qui sont loin des sites olympiques puissent accéder aux Jeux olympiques et paralympiques. Et pourquoi les 3 millions ? C'est pour qu'on puisse les loger, les déplacer et bien sûr les nourrir correctement pendant cette période qui est une grande période de fête nationale. Et je vous le dis aussi, les enfants des Outre-mer n'ont pas été oubliés. Donc 1000 enfants des Outre-mer vont venir sur la métropole assister au JO. Donc non, c'est un grand moment de fête, mais aussi un grand moment de mobilisation de tous les ministères impliqués et concernés. Donc non, pas de vacances. Malgré ce contexte incertain, on en parle depuis plusieurs minutes, le gouvernement prépare le budget. Est-ce que vous avez eu des demandes de Bercy pour réduire, par exemple, les dépenses concernant la ville ? Oui, on les a déjà eu la dernière fois. Est-ce que vous en avez eu de nouvelles ? Non, j'ai toujours les mêmes 50 millions d'euros de réduction donc sur l'enveloppe politique de la ville, qui n'est pas le même
que la citoyenneté. Et en fait, on est en train de réfléchir, évidemment avec Bercy, pour l'inscrire au prochain PLF, voir où sont les sources, et où sont, on va dire, les marges de manœuvre pour faire des économies. Moi, j'ai toujours pensé que tout le monde devait participer à un effort national quand il y a un effort national à faire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par exemple, puisque vous me parlez, je relie votre sujet des vacances au prochain projet de loi de finances. Les zones franches urbaines, j'avais lancé la réforme des zones franches urbaines, des ZFU, au mois d'avril. Et donc là, elles vont être inscrites dans le prochain PLF. Donc le travail continue. Mon grand plan ascenseur que j'ai lancé juste avant le dernier Conseil des ministres, on va dire de plein exercice, avant que le président n'accepte la démission du Premier ministre Gabriel Attal. Donc non, on continue à travailler, nos équipes, nos cabinets, les administrations. Et toujours, encore une fois, féliciter et remercier les administrations de leur mobilisation à chaque fois qu'on a des moments de tension, des moments compliqués, des moments où on doit être hyper réactif. Les administrations sont là. Donc, pareil. Vous n'avez pas peur, justement, que ce soit l'État profond qui prenne le pouvoir en France avec cette... Alors, on ne parle pas de vacances du pouvoir, mais néanmoins, votre champ d'action est considérablement réduit depuis que le président de la République a accepté la démission de Gabriel Attal. Alors, vous parlez de quelqu'un qui n'a jamais été fonctionnaire. Et pourtant, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les fonctionnaires. Nous sommes un État, c'est vrai, suradministré. Rappelez-vous la crise Covid. Si nous n'avions pas eu un État suradministré, nous n'aurions pas pu passer la crise Covid comme nous l'avons passée. Grâce aux administrations et comme vous dites, l'État profond, l'État a tenu. Et justement, c'est dans les périodes de crise politique où c'est crispé, où c'est tendu, où il y a des tensions, heureusement que l'État profond est là et que, ce que vous appelez l'État profond, moi j'appelle ça l'État sur lequel, l'administration sur laquelle on s'appuie quand le politique est en grande tension. On parle du budget depuis tout à l'heure. La Cour des comptes s'est intéressée aux dépenses liées au déplacement présidentiel. Dans un rapport publié hier, elle révèle que le prix moyen d'un voyage présidentiel s'est élevé l'année dernière à 207 000 €, en augmentation de 20% par rapport à 2022, de 8% par rapport à 2018. Est-ce que c'est sérieux dans le contexte actuel ? Écoutez, le président de la République, moi je suis pas là pour commenter les dépenses du président de la République, mais ce que je sais, c'est que nous avons été un pays qui a accueilli beaucoup. Rappelez-vous le roi Charles, nous avons accueilli le pape, nous avons eu beaucoup de voyages. Il y a eu Choose France à Versailles, où nous avons accueilli tous les chefs d'entreprise. Nous avons été le pays qui a reçu le plus et qui a réussi à collecter le plus d'investissements étrangers. Je le rappelle, 15 milliards. Donc, tout ça est très lié. Quand vous recevez beaucoup, quand vous vous déplacez beaucoup, regardez le contexte international. Le président a eu beaucoup à faire, par exemple, aux Outre-mer. La Nouvelle-Calédonie, par exemple. Donc, je pense que tout ça est très lié quand je regarde comme ça. Moi, je fais comme vous. Je lis la presse, je m'intéresse pas précisément, mais je pense que c'est trop facile de jeter l'opprobre, vraiment, sur telle ou telle dépense, en oubliant tout ce que la France et tout ce que le président de la République a fait ces derniers mois et ces dernières années. Donc c'est à dessein pour améliorer, on le comprend, selon ce que vous dites, l'attractivité du pays. C'est du plein temps pour le président de promouvoir la France. C'est du plein temps. Donc est-ce qu'on va aller chercher dans sa note de téléphone ? Enfin, moi ça me paraît toujours très curieux de venir l'attaquer sur des détails alors qu'on oublie tout ce qu'il fait de formidable. 15 milliards d'investissements en étant le pays le plus attractif d'Europe sur la dernière année, je trouve ça formidable. Pas d'attaque personnelle, mais des questions auxquelles vous apportez des réponses ce matin sur Europe 1 et CNews. Une large partie du pays est en vigilance orange canicule. Les services de l'État sont-ils prêts pour cette journée considérée comme la plus chaude de cet épisode caniculaire ? Toujours. Alors bien sûr, l'État toujours. Donc je rappelle un numéro d'urgence, le 0800 06 66 66. Donc plusieurs messages à passer à nos concitoyens. Si vous savez par exemple qu'il y a une personne qui est plutôt isolée, plutôt les personnes âgées, prenez des nouvelles très régulièrement. La réalité, c'est aussi la présidente de la région, donc Valérie Pécresse, qui a pris des décisions assez... ils savent faire, on sait faire 2,5 millions de briques d'eau, par exemple, pour pouvoir alimenter tout le réseau mobile, de mobilité en Ile-de-France. On a réussi, comme d'habitude, à mobiliser les ARS, donc les agences régionales de santé. Donc oui, évidemment que nous sommes prêts, même au niveau de l'organisation des Jeux Olympiques, tout a été prévu, des brumisateurs, pareil, des distributions de bouteilles d'eau. C'est une séquence caniculaire qu'on attendait un petit peu, donc elle était prévue. Donc oui, les services de l'État, évidemment, sont prêts pour anticiper et surtout pour essayer de faire passer le mieux possible cet épisode caniculaire. Merci beaucoup Sabrina Agresti-Roubache. C'était votre grande interview donc sur CNews et sur Europe 1. Merci à vous Florent Tardif.